Parmi les chars russes qui envahissent Prague en cette aube du 21 août 1968, celui-là, immobile sur son socle, témoigne d'une autre entrée de l'armée rouge dans la capitale tchèque. Le T-23 est en effet le premier tank soviétique arrivé à Prague en mai 1945. Mais en ce temps-là, les Russes étaient accueillis en libérateurs. Lorsque les soldats de Staline entrent en Tchécoslovaquie, le Parti communiste, puissant et armé, contrôle la police et la milice. Il n'a qu'un geste à faire pour s'emparer du pouvoir. Il attendra 3 ans, le temps que la guerre froide divise le monde et l'Europe. En février 1948, les communistes, qui regroupent une grande partie de la classe ouvrière, qui ont noyauté l'armée, sautent sur le premier prétexte pour montrer leur force et leur détermination. Clément Gottwald, le patron du PC, exige du vieux président Bénès, malade et fatigué, de former un gouvernement. Bénès refuse, d'abord, puis cède. Les communistes font donner leur milice ouvrière et contrôlent bientôt tous les leviers de commande. Le nouveau pouvoir remet en cause les libertés publiques, s'attaque aux autres partis politiques. Jan Masaryk, le fils du fondateur de la République, refuse de cautionner le virage à l'est de la Tchécoslovaquie. Il se suicide, sa mort provoque une immense émotion. La Tchécoslovaquie rouge est née. Elle connaît le même processus que les autres pays sous domination soviétique. Contrôle policier de la population, déification des dirigeants, parti unique omniprésent qui se confond avec l'État, et enfin, épuration du Parti communiste lui-même. Proč se tak stalo? A proč dnes sedí tato spiklenecká banda jako hnízdo pochytaných krys, nenáviděná, opovrhovaná všemi čestnými lidmi naší země, na lavici obviněných? En novembre 1952, c'est le secrétaire général du parti, Rudolf Slansky, qui passe en procès avec 13 autres co-accusés, dont Arthur London. Obviněný Slansky, jak se stalo, že jste se vy, který byl 30 let členem komunistické strany Československa, nakonec dostal do služeb imperialistů a stal se organizátorem a hlavou spiknutí proti Lidově demokratické republice Československé? Vstoupil jsem v roce 1921 do komunistické strany a přišel jsem tam s různými maloměšťáckými názory, kterých jsem se nezbavil. To vedlo k tomu, že jsem se nestal skutečným komunistou a že jsem jako komunista nejednal, že jsem neplnil a nemohl plnit čestně povinnosti, které vyplývaly z mého členství v komunistické straně. Občané soudci, ve jménu našich národů, proti již svobodě a štěstí zločinci povstali. Ve jménu míru proti němu se hanebně spikli. Žádám pro všechny obviněné trest smrti. Nechť váš rozsudek dopadne jako železná pěst, bez nejmenšího slitování. Nechť je ohněm, který do kořene vypálí tuto hanebnou hlízu zrady. À l'issue de ce procès fabriqué, où les aveux sont extorqués, 11 innocents sont pendus. La terreur stalinienne dure quelques années et touche dans et hors le parti des dizaines de milliers de victimes. Après la mort de Staline, l'étau se desserre. Antonin Novotny, soutenu par Khrouchtchev, devient le nouveau patron de la Tchécoslovaquie. Cet apparatchik tient les rênes d'une main ferme et réussit à éviter les soubresauts de la déstalinisation que connaissent la Pologne et la Hongrie. Au début des années 60, suivant l'exemple de Khrouchtchev à Moscou, le régime lâche un peu du lest. Le despotisme de Novotny devient plus libéral. On commence à rétablir les victimes des purges des années 50. Au 12e congrès du parti, une commission est formée pour enquêter sur la répression des années staliniennes. Un certain Alexandre Doubchek en fait partie. Puissance industrielle avant-guerre, la Tchécoslovaquie communiste connaît dans les années 60 une véritable faillite économique provoquée par l'incompétence des cadres, le dirigisme borné
et de dogmes staliniens de la priorité à l'industrie lourde. Un professeur d'économie, Otasik, propose des mesures de rationalisation et de décentralisation. Ces projets de réforme sont approuvés jusque dans certains cercles dirigeants qui veulent sortir de la stagnation. Mais c'est dans le milieu intellectuel et artistique que vont se développer dans les années 60 des formes de contestation du pouvoir. Comme toujours, dans l'histoire de la Tchécoslovaquie, les intellectuels sont à la pointe du combat pour les libertés. Le théâtre est un des moyens les plus efficaces pour contourner la langue de marbre officielle. En particulier, les pièces d'un jeune dramaturge, Václav Havel, lues et parfois jouées, tournent en dérision l'absurdité du système. Des écrivains étrangers, comme Ginsberg ou Sartre, sont invités. D'autres, autrefois interdits, sont traduits. Já se tím snažím protestovat proti lidem, kteří jsou proti všemu novému, proti Big Beatu, texaskám, teď nakonec těm dlouhým vlasům. Já osobně si myslím, že nelze posuzovat člověka podle délky vlasů, aniž bychom věděli, jaký vlastně je, jaký má charakter. A je to takový typický projev maloměšťáka. Autour de Milos Forman, Jiří Wenzel, Vera Chytilova, le jeune cinéma tchèque adopte une démarche critique et traduit par l'humour les désarrois d'une jeunesse qui ne supporte plus le carcan. Já si to totiž myslím, abych odpověděl na tu otázku, že 60. léta jsou skutečně léty, a nikoliv mýtem, léty velkého úsilí o to dát umění a myšlení větší svobodu. To je blues. Blues pro vás. Válečná vřava, to jsou nejdokonalejší melodie všech dob. A o to o všechno jste vy. Vy. A vy taky. To má i nemá něco společného s politikou, ale je to v každém případě společnost v té době žila revoltou proti nesvobodě, revoltou proti tomu, co dirigismus partajní vnucoval celé společnosti. Les étudiants expriment leur désir d'autre chose en louchant vers l'Occident ou en revenant à des mascarades traditionnelles non dépourvues de sens. À la fin de juin 1967, dans la salle d'un dancing que Kafka a fréquenté, s'ouvre le congrès des écrivains. À la tribune, de jeunes communistes comme Kundera aiguisent leurs plumes contre l'autoritarisme du parti. Pavel Kohout lit devant la salle une lettre clandestine de Solzhenitsyn contre la censure. Ludwig Vakulik, 40 ans à peine, celui par qui le scandale arrive, se livre à un véritable discours-programme, une attaque féroce contre le dogmatisme stalinien. À une autre époque, de tels propos, d'ailleurs impensables, auraient été sanctionnés par des arrestations. Novotny se contente de faire exclure du parti les contestataires. Leur journal est placé sous contrôle et perd toute influence. Ces sanctions servent de détonateur. À la direction du parti, en effet, tout le monde n'est pas d'accord pour ce tour de vis. Alexandre Dubček prend la tête dans le comité central de l'opposition à Novotny. Il réclame des changements dans la manière dont le parti gère les affaires de la société. Comme Dubček est slovaque, il se fait taxer par Novotny de nationalisme bourgeois. L'affrontement entre partisans et adversaires des réformes devient virulent. Lors d'une réunion du comité central, Dubček lance « Ce qui nous menace, ce sont les forces conservatrices à l'intérieur de notre propre parti, les dogmatiques. » Il réclame l'autocritique de la direction qu'il juge sclérosée. C'est Novotny qui est visé. Après 2 mois de débat, à la fin de 1967, Dubček l'emporte le 5 janvier 1968. Il remplace Novotny à la tête du parti, mais Novotny reste président de la République. Dubček est un communiste qui a fait ses classes à Moscou, mais qui peu à peu a remis en cause le modèle stalinien. Son style, proche des simples gens, rompt avec celui des apparatchiks. Le premier, il lance la formule qui deviendra slogan « Nous devons rendre au socialisme un visage humain ». Ou encore, cette phrase qui résume bien sa pensée « Le parti existe pour le peuple travailleur. Il doit vivre, non pas au-dessus, ni en dehors de la société, mais en faire partie intégrante ».
C'est le réveil de la société et l'ébullition des intellectuels qui avaient déclenché le changement au sommet du parti. Le changement en haut va à son tour accélérer la mise en mouvement de la société. En février, la libéralisation de la presse, de la radio, de la télévision est bien réelle. Dès que les journaux paraissent, les kiosques sont pris d'assaut. Les groupes de discussion se forment dans une atmosphère d'allégresse. L'opinion publique, sismographe des sentiments profonds de la société, s'exprime de 1000 façons et accélère le processus de démocratisation. Les caricatures, armes politiques, renouent avec la tradition de l'humour tchèque, étouffée sous les pesanteurs du sérieux communiste. La télévision joue un rôle déterminant en rendant populaire et familier le personnage de Dubček. Komunistické strany Československa, soudruh Alexander Dubček. Významnú úlohu v rozvoji spoločenskej aktivity v posledných týždňoch a dňoch zohrala tlač, rozhlas a televízia. Vykonali kus záslužnej práce, rozšírili záujem o súčasné dianie do najširších vrstiev obyvateľstva. Už dávno nebol taký záujem občanov o naše vnútorné politické dianie. Privés d'expression pendant si longtemps, les Pragois se pressent dans les réunions publiques qui se tiennent presque sans interruption. Les éléments les plus libéraux de l'équipe Dubček portent le débat sur la place publique. Pour eux, il s'agit de convaincre les Tchèques que le remplacement de Novotný par Dubček n'est pas une simple révolution de palais, mais un tournant historique, une rupture avec les méthodes totalitaires du passé. Les communistes réformateurs, tels Smirkovski, ne savent pas encore qu'en soulevant le couvercle cadenassé sur la société, ils vont créer une dynamique irrésistible. La salle pose des questions et les orateurs répondent. La parole se libère, tout y passe, surtout le passé. On réclame le droit à la démocratie, l'abolition de la censure. Dostal jsem dotaz týkající se cenzury. Zrušení cenzury, jedná se o nějakých opatřeních pro zrušení cenzury, ptá se tazatel. Cenzura přestala, přátelé, existovat. Hurá! Spousta lidí teď samozřejmě bude bez zaměstnání, ale myslím si, že... Tak vy jste si mysleli, že opravdu, že to tady u nás, v té naší republice, jako kočíruje Sovětský svaz. Tak jestli si to někdo myslí, tak mladí přátelé, tak vám říkám, že se šeredně mýlíte. Ty časy už jsou pryč. Vytvořila takový stav, že naše strana komunistická takřka všecko řídila dál, konkrétně řízení všech státních věcí, že vezme a bude beze zbytku za to odpovídat vláda republiky. On exige encore la réhabilitation des victimes des purges, le châtiment des responsables de la répression des années 50. Vidíte příčinu, že k tomu mohlo dojít? Jak bylo možné, že stál soudruh proti soudruhu, že si přestali věřit lidi, kteří se znali tak dlouhá léta? Já jsem ta léta, která následovala, neprožila v naší společnosti. A věřte tomu, že jsem si potom říkala, že mě tam možná bylo lépe, než prožívat období, kdy lidé byli pod takovým psychologickým tlakem, že opravdu volali po odsouzení a po smrti těch. Pendant le mois de mars, ce genre de réunion se répète, toujours avec la même exigence, la démission de Novotný.
Le 22 mars, sous la pression publique, le vieil apparatchik cède. En ce premier jour du printemps, celui de Prague prend un nouveau départ. La poussée de la société provoque de nouveaux changements au sommet du pouvoir. Le 30 mars, l'Assemblée nationale élit à bulletin secret à la présidence de la République le vieux général Svoboda, 73 ans, qui a été fait héros de l'Union soviétique pour avoir commandé l'armée tchèque pendant la guerre. L'opinion le respecte et prend son élection comme un signe de renouveau. Un nouveau gouvernement est formé où on retrouve les réformateurs comme l'économiste Otasik ou le Premier ministre Tchernik. La roue a tourné. La caméra, impitoyable, saisit le changement. Le sourire de Dubček, l'homme fort du jour, et à quelques mètres, le regard noir de Novotny, l'homme fort d'hier, désormais sur la touche. Enfin, pour parachever le changement et marquer le nouveau cours, un communiste rénovateur, ouvert et libéral, Smikorski, est élu président de l'Assemblée nationale. La popularité de l'équipe Dubček grandit chaque jour. Le Parti communiste doit mettre son horloge idéologique à l'heure. En avril, le comité central adopte un programme d'action qui assure la liberté de presse, de réunion, de mouvement. C'est un progrès considérable par rapport au passé, mais déjà insuffisant pour répondre aux aspirations qui se sont fait jour depuis janvier. Car le Parti communiste, orthodoxie oblige, ne renonce pas à son rôle dirigeant, autrement dit, à son monopole politique. Les hommes de Dubček ne vont pas jusqu'à reconnaître l'existence d'autres partis. Le Parti tchèque est en retard sur l'exigence de la société qui réclame non la démocratie socialiste, mais la démocratie tout court. Samozřejmě byli jsme si vědomi, že liberalizace v Československu, která byla výsledkem převzetí moci v komunistické straně komunistickými reformátory, je přínosem pro celé Československo. Na druhé straně jsme také viděli, že se nemění právní systém, nemění se ústava a že vlastně tato liberalizace je vlastně na čestné slovo. Le jeune dramaturge Václav Havel, dans un entretien publié par le Figaro, apostrophe Dubček. Encore un effort, Alexandre. Pour le peuple tchèque, sur un point au moins, le changement est considérable. Plus de répression policière, plus de menaces physiques sur les personnes. Pour avoir rétabli les libertés individuelles, Dubček devient populaire. Le défilé du 1er mai le montre. Au lieu du pesant rituel traditionnel, c'est un joyeux happening, spontané et désordonné, où la foule acclame longuement son héros. Votre élan chaleureux empêche le printemps de geler, s'écrie Dubček. Il est radieux, mais cette ambiance de kermesse ne doit pas cacher qu'il est coincé entre deux feux, entre l'irrépressible besoin de liberté qu'il a contribué à déclencher et la tutelle soviétique. Pour les uns, il ne va pas assez loin et vite. Pour les autres, il a franchi les limites du camp socialiste. Depuis le début du printemps de Prague, en effet, Brejnev, surpris de voir se développer dans un pays satellite un processus de libéralisation, est inquiet. Il exerce sur Dubček une pression constante. Dès le 23 mars, le lendemain même de la démission de Novotny de la présidence de la République, Dubček est convoqué à Dresde devant le tribunal des partis frères. Il reçoit une première mise en garde, aussi fraternelle que ferme. L'expérience tchèque n'a aux yeux du Kremlin qu'un défaut, à vrai dire majeur, celui d'exister. Pendant tout le printemps, la pression russe ne se relâche pas. Le 4 mai, Dubček et Tchernik sont convoqués à Moscou en pleine nuit. Nouveau coup de semonce. Mais déjà, Brejnev considère que le cas Dubček
et désespérés. En juin débarquent sur le territoire tchèque des unités militaires soviétiques qui participent aux grandes manœuvres du pacte de Varsovie. On saura plus tard, après 1989, que ces manœuvres furent conçues comme une répétition générale. Dès le 8 avril, en effet, le maréchal Kretschko, ministre de la Défense de l'URSS, a donné l'ordre de préparer l'opération Danube. Est-ce cette menace russe qui paralyse l'équipe Dubček, ou bien l'obstruction des partisans de Novotny, toujours puissants au comité central, même après l'exclusion de leur leader? En tout cas, au mois de juin, le printemps semble s'enliser. C'est à ce moment-là qu'éclate la bombe des 2000 mots. Ce texte, dû à la plume de Vakulik, celui-là même qui avait mis le feu aux poudres lors du congrès des écrivains, quelques mois plus tôt, préconise une lutte active contre les conservateurs. Ta slova vycházela z takového hodnocení situace, že v podstatě skupinka lidí brání většině pokrokově a slušně smýšlejících lidí v tom, aby u nás spravili poměry. Publié par Literary Listi, ce document, qui s'arrache dès sa parution, va jusqu'à donner l'assurance au gouvernement qu'il sera soutenu, y compris par les armes. C'est plus que ne peut supporter le Kremlin. Le 14 juillet, les dirigeants de 5 pays communistes orthodoxes, l'URSS, Pologne, RDA, Hongrie, Bulgarie, se réunissent à Varsovie. Ordre du jour unique, la Tchécoslovaquie. L'analyse des participants est simple, la contre-révolution est à l'œuvre à Prague, la situation en Tchécoslovaquie est un danger pour le camp soviétique. Il faut y mettre un terme. C'est le sens de la lettre très ferme que les 5 envoient à Dubček. Les dirigeants tchèques se réunissent 2 jours plus tard. À ces arguments, ils opposent les acquis du printemps de Prague. À l'ultimatum de Varsovie, Dubček répond par une fin de non-recevoir. La population le soutient. Des dizaines de milliers de pétitions, récoltées dans tout le pays, demandent à l'équipe Dubček de tenir bon. C'est un plébiscite spontané. La lettre de Varsovie a pour premier résultat de ressouder derrière Dubček ceux qui lui reprochaient sa tiédeur. Face aux Russes, il est devenu l'homme de l'Union sacrée. Afin de trouver une solution, une rencontre entre dirigeants tchèques et russes a lieu à Tchernia le 29 juillet. 2 jours avant, Literary Listi lance un appel qui reçoit des centaines de milliers de signatures. Dans les jours qui suivent, nous serons de tout cœur avec vous pour suivre anxieusement, heure par heure, vos négociations. Vous écrirez pour nous une page capitale de l'histoire de la Tchécoslovaquie. Écrivez-la avec courage. Perdre cette chance unique serait un désastre pour nous et une honte pour vous. Aux dinosaures russes, les Tchèques n'ont que le stylo bille à opposer. La première entrevue est glaciale. Dubček avait prévenu « Nous devrons garder nos visages d'anges devant des gueules de loups ». Les Russes reprennent leurs arguments. La contre-révolution est à l'œuvre, la mollesse du parti tchèque exige une intervention des partis frères. Dubček se défend bec et ongle. Ce que veulent, ce qu'exigent les soviétiques, c'est la soumission, l'alignement total et inconditionnel. Les Tchèques argumentent, raisonnent, tentent de convaincre. Après 4 jours de face-à-face, un compromis alambiqué est trouvé. Dubček n'a rien cédé sur le fond, la menace militaire semble écartée. Aux Pragois, qui attendent dans l'angoisse la fin des discussions, Smiekowski peut annoncer que la voie ouverte en janvier continue, mais elle est de plus en plus étroite. Deux jours après Tchernia, une conférence élargie aux autres partis, destinée à avaliser l'accord, se tient à Bratislava. Le document, signé dans le vieil hôtel de ville, est suffisamment ambigu pour que les uns et les autres y trouvent des arguments. Mais les regards, eux, ne trompent pas.
Ce compromis bancal, qui semble donner satisfaction à Dubček et à Brejnev, ne peut être qu'un sursis. Cette marche au coude à coude des partis frères a tout d'une marche funèbre. Dans la nuit du 20 au 21 août 1968, les armées de 5 pays communistes envahissent la Tchécoslovaquie. Dans les lueurs de l'aube, les premiers chars entrent dans Prague. La direction du parti est réunie depuis le début de la nuit. Peu après minuit, le Premier ministre Černík, appelé au téléphone, annonce aux autres dirigeants l'invasion. Dubček est abasourdi. Il écrira dans ses mémoires qu'à aucun moment, il n'avait pensé l'intervention possible. Pour l'heure, il décide de rester sur place, tandis que Svoboda regagne le château présidentiel. À 2 heures du matin, la direction du parti tchèque lance un appel à la radio qui dénonce une violation des principes internationaux, mais n'appelle pas à la résistance armée contre les envahisseurs. Dans l'obscurité, les Pragois qui ont entendu le message de leurs dirigeants commencent à sortir dans les rues. Au petit matin, une colonne de chars, guidée par une Volga noire de l'ambassade soviétique, encercle les bâtiments où se trouvent les responsables tchèques. Les soldats russes font irruption et pointent en mitraillette sur Dubček, Smirkovský et les autres. Pro mě nejotřesnější byl ten hluk událostí, který se odehrál po příjezdu vojsk před budovou ústředního výboru, kdy jsme byli shromážděni v kanceláři Alexandra Dubčeka, průnik parašutistů do kanceláře, likvidace kancelářské techniky, zacházení s námi, nemluvit nebo jen rusky, na záchod se chodilo s ozbrojeným doprovodem. Конечно, это было очень такое грустное воспоминание, я вам скажу, и мне очень хочется на эту тему говорить. Я хотел еще взять телефон, мол, кому-нибудь позвоню, потому что, знаете, первого секретаря или председателю правительства, или президенту, или Брежневу. Ну, конечно, я когда пошел к телефону, ремец у него автомат, вырвал шнур из аппарата, ну, бросил телефон и все. Ну и остальные члены президиума, которые были у меня в моей конторе, сидели и ждали, что будет. A do toho přijeli tanky jako internacionální pomoc s hlavněmi kanonů do oken budovy ústředního výboru. A mezi tím se shromáždilo množství lidí, mezi nimi skupina mladých chlapců, kteří nesli československou státní vlajku a zpívali Internacionálu. Parašutisti z obrněných vozů stříleli do vzduchu, jenže zasáhli jednoho z těch chlapců do hlavy. Ten padnul, kamarádi ho odnesli, zabalili do vlajky a lidé, kteří tam byli, začali na to místo házet květiny. Došlo pak k tomu transportu, mě vezli v obrněném voze na letiště do Ruzně, tam nás naložili do letadla, ale tak, že jsme o sobě vůbec nevěděli. V Lednici letadlo přistálo, tam nás vysadili, zjistilo se, že v tom letadle jsem cestoval já, Alexander Dubček a Oldřich Černík. Odvezli nás do Užhorodu a za Užhorod do takové, já jsem původně myslel, že to je nějaká lovecká chata nebo něco, pak se ukázalo, že to byla rekreační vila kdysi Chruščevova, ale když jsme tam byli my internováni, tak už tam hospodařilo KGB. Bylo to jich taková zřejmě taky rekreační záležitost. A nevěděl jsem, že tam je Dubček. To jsem si dověděl až asi za 2 dny, kdy nás dají dohromady. Les troupes hongroises, allemandes, polonaises, bulgares et russes sont entrées sur le territoire tchèque par toutes les frontières. 400 000 hommes, 27 divisions, 6 300 chars, 800 avions participent à l'invasion. Comme tous les centres névralgiques du pays, Prague est occupée et bouclée
en quelques heures. Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, po slové noci, která dozad bodá dýku, tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých. Vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, vypili jsme a budem. Большое vám spasíba, bratě, za chvátčiky. Spasíba больше, никогда не забудем. Никогда не забудем. Les Tchèques sortent dans la rue et convergent vers les carrefours importants et les lieux stratégiques. Les sièges de la radio et de la télévision sont les premiers objectifs des troupes d'invasion. C'est là que se déroulent les affrontements les plus violents. Les tramways sont incendiés, on relève des morts et des blessés. Horní část Vinohradské třídy je už plná tanků okupačních vojsk. Ze střechy rozhlasu bylo vidět nejméně 10 obrněných vozů. Lidé se opět snaží zabarikádovat pomocí automobilů a těžkých nákladních vozů. Zatím okupační vojska nemají přístup k rozhlasu, ale nevíme, jak ještě dlouho se udrží tato situace. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba Vinohradské třídy. Vážení přátelé, pokud mě ještě slyšíte, prosím vás znovu, jménem pracovníků rozhlasu, nedělejte nic, co by vedlo ke zbytečnému krve prolití. Un peu partout, les Tchèques opposent aux tankistes leurs bras nus et leurs paroles. Entre occupants et occupés, entre envahisseurs et envahis, des discussions, animées, violentes, s'engagent. La langue n'est pas le seul obstacle à l'incompréhension mutuelle. Co se tam děje? Jsi komunista. No, posмотри. Na vašem benzínu padají, na vašem oleji, na vašem masle tady. Bratě, mámo, každou, jedno, z každomu. Ty pomocme vysílají. Što vy nám vzali z našej práci? À midi, ce 21 août, le mot d'ordre de grève générale est suivi dans tout Prague. Pendant 10 minutes, la ville se fige dans un impressionnant silence. Tandis que le drapeau, frappé de la faucille et du marteau, est brûlé, de nouveaux regroupements ont lieu. Des cortèges se forment. Par dizaines de milliers, par les chants patriotiques, les slogans, les Tchèques affirment leur opposition à l'invasion. Face aux chars, sous la menace des tirs, un peuple se dresse. Invectives, affrontements ponctuels, coups de feu, les mêmes scènes se répètent.
La résistance spontanée des premières heures va se transformer en une résistance plus organisée. Les statues des héros nationaux tchèques sont symboliquement bâillonnés. Les radios clandestines et les tracts transmettent des mots d'ordre de résistance passive. Vydání svobody! Pravdivé zprávy! Před naší budovou před chvílí zastavil jeden tank. Budeme vysílat tak dlouho, pokud to bude možné. Prosím vás, znovu přijali do naší vlasti. Opakuji znovu, nejlepší zbraní nás všech je absolutní pasivní rezistence. Nic nedělat, nic neumět, nic nevědět. Slováci, poslouchejte nás, je to zatím ještě stále poslední zbytek svobodného vysílání z Plzně. Poslední zbytek, který může končit každou minutu, každou vteřinu. Hlas lidu je jednotný. Jsou nás miliony. Miliony. Chci vás ještě upozornit na to, že jsou mezi vámi provokatéři, přátelé, kteří záměrně chtějí vyprovokovat konflikt. Mezi vámi, kteří rozhodčení anebo plačící chodíte po ulici. Les panneaux de signalisation sont enlevés pour dérouter les touristes du jour. Pour les Russes, Prague devient un labyrinthe. Le 22 août, le Parti communiste tchèque réussit à tenir un congrès clandestin dans une ville occupée. Les 1100 délégués de ce 14e congrès, vraiment extraordinaire, sont convoyés discrètement dans l'usine CKD. Jednu technickou připomínku. Organizátoři vás upozorňují, že pro případ nutnosti odchodu jsou zde dva východy nouzové. Těmito východy je možno projít přes jídelnu, respektive kuchyň a rozptýlit se do závodu. Navrhuji okamžitě ohlásit toto shromáždění za mimořádný 14. sjezd strany, protože právě vysílal rozhlas zprávu zákazu veškerých shromáždění. A mohli by nás tedy rozpustit, aniž bychom přijali jakýkoliv závěr. Je naprosto jednoznačná reagence našich lidí na obsazení naší republiky spojenými vojsky. Tato jednoznačná reagence našich lidí je, myslím, taky jediný a rozhodující imperativ pro to, jaké stanovisko by měla naše strana zaujat v této realitě. Après des heures de débat démocratique, une première dans un parti communiste, les congressistes clandestins adoptent des résolutions qui sont diffusées sur les ondes. Un comité central, entièrement acquis aux idées du printemps, est élu et Dubček est confirmé à son poste de secrétaire général. Mais à cette heure-là, nul ne sait où est Dubček. La quasi-unanimité du peuple et même du Parti communiste contre l'occupation contraint les Russes à revoir leur plan initial. Ils comptaient mettre en place un gouvernement fantoche à leur dévotion. Malgré un demi-million de soldats, Brejnev doit sauver les apparences et chercher une solution politique. Le président Svoboda, de manière ambiguë, offre ses services. Celui dont le nom signifie liberté est accueilli à Moscou avec les honneurs. Au Kremlin, Svoboda exige la présence à ses côtés de Dubček, Smirkovski, Tchernik. Il obtient gain de cause. Dubček, qui est détenu sur l'aéroport d'Ukraine, ignore tout de ce qui se passe.
il reçoit un coup de téléphone de Podgorny, président du Soviet suprême. Le dialogue ne manque pas de sel. Podgorny, poli. Il va falloir que nous causions. Dubček, de quoi et où? À Moscou, répond Podgorny. Contre son gré, Dubček est emmené à Moscou le 23 août, vers 11h du soir. Il ignore que Svoboda négocie déjà. Postupně nás pak odvezli do Moskvy, mě tedy a Smrkovskýho až naposled. První cesta vedla do budovy ústředního výboru komunistické strany, kde nás zavedli do ohromné zasedačky, tedy mě, Smrkovského a Špačka, kterého tam někde měli schovaného. Proti nám si se Brežněv, Kosygin a Podgorný, hodili před nás bílé listy papíru a dřevěnou tušku s tím, abychom napsali, že se distancujeme od 14. sjezdu mimořádného, zvaného Vysočanského, a že souhlasíme se vstupem vojsk. Řekli jsme, že to neučiníme. Commencent alors des discussions très âpres où les Tchèques sont malmenés par des soviétiques déchaînés. Brejnev et Kosygin veulent absolument obtenir une justification a posteriori de l'invasion. Dubček ne veut absolument pas leur faire ce plaisir. Au bout de 3 jours de pression constante, y compris physique, les Russes arrachent un accord. Les Tchèques acceptent de déclarer nul et non avenu le 14e congrès. Il n'est pas question de retirer les troupes d'occupation, la censure est rétablie, les hommes du printemps sont directement mis en cause. Le terme de normalisation apparaît dans le protocole que Dubček qualifiera plus tard de diktat. Pourquoi, sur le moment, le héros du printemps a-t-il accepté de signer ce document? On touche là aux limites d'un homme qui vivait la rupture avec Moscou comme une tragédie personnelle. Communiste libéral, anti-stalinien, mais communiste, Dubček, prisonnier de son carcan idéologique, ne pouvait remettre en cause la fidélité à un système qui bornait son horizon. Pragmatique, sensible à un rapport de force qui l'écrase, il espère sauver ce qui peut l'être des idées du printemps. Il se rend compte que Brejnev, vis-à-vis de l'opinion mondiale, a besoin de lui. Cela lui laisse une petite marge de manœuvre. Le 27 août, à son retour de Moscou, Dubček a la lourde et douloureuse tâche de présenter dans un discours radiodiffusé les conclusions des accords de Moscou. Tout le pays écoute. Mal à l'aise, la voix cassée, il laisse échapper des sanglots au cours de son allocution. Sa prejaví nejaká prestávka i v tejto mojej mnohom improvizovanej reči a improvizovanom vystúpení. Myslím, že ma chápete, čím je to vyzvané. Prosím vás, nedopusťte provokácie. Nedovolte vniesť paniku do našich radov. Nezostáva nám v ťažkej situácii nič iné, ako napnúť všetky sily, všetok rozum, aby sme v ďalšej práci skutočne obstáli. Nezahynie národ, v ktorom sa každý dokáže riadiť tak svojim rozumom, ako svojim svedomím. Prosím vás všetkých, drahí moji spoluobčania, Čechov i Slovákov, komunistov, členov ostatných politických strán Národného frontu. Prosím všetkých robotníkov, rolníkov, prosím našu inteligenciu, všetok náš ľud. Zostaňme jednotní, kľudní, hlavne rozvážni. Pochopme, že len v tom a v našej vernosti socializmu, v našej čestnosti, v našom úsilí a charaktere je záruka cesty vpred. Le rouleau compresseur soviétique est en route. Le 16 octobre, Kosygin, flanqué du maréchal Gretchko, débarque à Prague. Il impose un traité qui prévoit le stationnement sine-die des troupes soviétiques. Tchernik signe,
Dubček est déjà ailleurs. La Tchécoslovaquie s'installe dans l'occupation. La normalisation est en marche. Il faut pour les Russes détruire le parti communiste issu du 14e congrès clandestin, l'épurer de tous les éléments rénovateurs. Des centaines de milliers de membres du parti sont exclus ou démissionnent. Des milliers d'intellectuels, artistes, écrivains, médecins, enseignants perdent leur emploi et sont réduits à balayer la rue. L'appareil d'État, la presse, la télévision connaissent également la Grande Purge. Le pays souffre et subit. Le 16 janvier, un étudiant en philosophie à l'université Charles, Jan Palach, s'immole par le feu pour protester contre la normalisation. Il agonise pendant 2 jours et son sacrifice bouleverse le pays. Mars 69. La victoire de l'équipe tchèque sur celle de l'URSS au championnat du monde de hockey est ressentie par tout un peuple comme une revanche. Des dizaines de milliers de Pragois descendent dans les rues dans une atmosphère de fête nationale. Mais bientôt, Dubček est contraint à la démission. On lui confie un poste honorifique de président de l'Assemblée nationale. Puis, en janvier 1970, il est envoyé comme ambassadeur à Ankara. Finalement, exclu du parti, il survit comme mécanicien à l'Office des forêts jusqu'à ce que l'effondrement du communisme, à l'automne 1989, ne le tire de sa retraite. Pražské jaro přineslo otevření hranic, noviny bez cenzury, možnost veřejného zhromažďování, zakládání nových organizací. To za stalinismu prostě nebylo možné. Druhá věc je, já si myslím, že bez Pražského jara by nebylo možné, aby v roce 1989 Občanské fórum přišlo víceméně s jasným programem politické demokracie, tržního hospodářství a návratu do Evropy. Pražské jaro skončilo pod tanky a znamenalo, že jsme něco oskoušeli a získali z toho poučení, které se velmi hodilo v roce o 30 let později. En novembre 1989, Alexandre Dubček est élu à la présidence de l'Assemblée nationale. La même assemblée élit Václav Havel à la présidence de la République. Občanského fóra. V úterý se sejdeme znovu. My chápeme jako utíšenie, lebo pozastavovanie týchto vecí v tejto dobe nemôže mať takýto charakter. Prečo? Lebo sa musí ísť vpred bez zastavenia. Na cestu spojenia socializmu a demokracie. Le héros de la révolution de velours et le héros du printemps de Prague, côte à côte. L'histoire tchèque ne manque pas d'humour.